Les enjeux actuels auxquels sont confrontés les peuples au travers de leur imaginaire sont des enjeux massifs, éclairants quant à l'analyse de ce qui anime le monde et ce qui agit les peuples, et peut-être tragiques si on n'arrive pas à civiliser la mondialisation et le cours des choses. Quelle est la singularité de la période? Il y a toujours eu des mondialisations, plus ou moins étendues, mais il y a toujours eu des extensions d'empires, il y a toujours eu des procédures de commerce, de production, de division du travail, d'extension, de confrontation d'empires. Mais les modalités du cours des choses dans la mondialisation telle qu'elle s'effectuait étaient la résultante de communautés humaines qui les précédaient. De sorte que les peuples, leurs gouvernants, pouvaient toujours relater du cours des choses, dire c'est la faute des Égyptiens, des Assyriens, des Romains, des Grecs, des Macédoniens, Dieu sait quoi encore, évidemment des chrétiens croisés ou des musulmans, des colonisateurs musulmans, occidentaux, chrétiens, des colonisateurs, de l'Empire américain, de l'Empire soviétique. La nouveauté de la période actuelle, c'est que la mondialisation, qui est une mosaïque de peuples divers avec chacun de leur imaginaire qui tient ensemble la façon dont chaque peuple se représente le bon, le juste et l'efficace, eh bien, de cette mondialisation se détache peu à peu une globalisation économique, financière et numérique qui s'autonomise, voire devient indépendant des nations, des peuples, de leur imaginaire, de sorte que ils ont le sentiment que les grandes décisions sont mues par une efficace économique, financière et numérique de court terme qui se détache de leur conception du bon et du juste. De sorte que cette globalisation, qu'on peut qualifier de néolibérale, semble priver à un moment donné les peuples de leur maîtrise de leur destin. De sorte que les peuples auraient intérêt à ce que les choses aillent mieux d'un point de vue de la globalisation, mais au fond, ça ne devient plus leur problème essentiel. Ils peuvent à la fois constater que ça va plus mal, comme par exemple depuis la crise de 2008, où les États ont ponctionné les classes moyennes pour se refaire après avoir aidé les systèmes bancaires, financiers, mais surtout l'idée que le destin échappe au peuple. Et c'est comme ça qu'on explique la contradiction entre le fait que la globalisation néolibérale, économique, financière, numérique rend les peuples de plus en plus interdépendants, et pourtant les peuples, eux, se replient. Fin du multilatéralisme, montée du protectionnisme, montée comme jamais des dépenses d'armement, montée du radicalisme religieux. Il y a donc une contradiction entre des peuples de plus en plus objectivement interdépendants qui se referment politiquement, voire religieusement dans certaines contrées. Et donc, il faut bien distinguer la mondialisation mosaïque de peuples divers, qui chacun jusque-là arbitrait différemment le bon, le juste et l'efficace, de la globalisation néolibérale.
Le néolibéralisme, il faut le préciser, ce n'est pas le libéralisme. Le libéralisme, c'est à l'intérieur d'une même communauté humaine, mue par des us et coutumes, des articulations différentes entre l'État, l'économie, les marchés, la société civile, bon. Mais tout ça, c'est mu par ce que Montesquieu appelait des us et des coutumes singulières. Ces us et ces coutumes, au fond, pouvaient laisser à penser à Montesquieu que le négoce et les échanges entre les nations allaient pacifier leurs mœurs, allaient apporter la paix. Il se passe aujourd'hui l'inverse parce que les modalités du négoce international, des règles juridiques internationales, du déploiement technologique numérique de la finance se font dans une échappée hors des communautés humaines de leur société de coutume, au travers d'instances de gouvernance mondiale qui semblent échapper à la maîtrise des peuples et qui déstabilisent l'imaginaire des peuples, puisque l'imaginaire des peuples a pour vocation à assembler des individus dans l'idée qu'ils vont maîtriser ensemble un destin qui leur échappe face à l'adversité, les limites. Bon. L'exemple du Covid-19 est très intéressant. Il montre l'interdépendance de la globalisation. La moitié de l'humanité est confinée en, je sais pas quoi, en quelques mois. La division internationale du travail nous rend tous interdépendants en termes d'accès aux traitements, aux masques. Bon, les transports, la mobilité nous rend vulnérables, évidemment. Il faudrait de la coopération et pourtant chacun a mené sa guerre de son côté, de façon voire féodale. On a vu des masques destinés à des pays s'échanger au dernier moment sur des tarmacs aux plus offrants. Vraiment, côté un peu la bourse ou la vie, sont des mœurs féodales où on cherche à se mettre à l'abri des puissants. Donc le néolibéralisme déstabilise les équilibres internes au peuple et au fond, la réponse première des peuples à ça, c'est de retourner à leurs archaïsmes, à l'archaïsme de leur imaginaire. Le président Macron avait dit devant la conférence des ambassadeurs, sa première, à juste titre, les peuples régressent au caractère archaïque de leur imaginaire. Je n'aurais rien à rajouter ni à retirer de cette formule. Et donc, voilà le sujet crucial du moment, c'est comment faire en sorte que de reciviliser la mondialisation, de remettre la globalisation dans les gonds de la mondialisation, comment réparer les imaginaires nationaux, de sorte que la réaction des peuples à ça ne soit pas d'évidence ce que l'on voit de la façon la plus nette, la montée des nationalismes et sans doute à un moment la guerre, parce que le nationalisme construit sa cohérence à partir de l'affrontement à l'autre, puisque le sujet ne serait plus dans le monde, la mondialisation, anima mundi, l'âme du monde, la complémentarité entre les peuples, mais la façon dont on va se distinguer et se confronter à l'autre, et c'est évidemment une dynamique qui mène inexorablement à la guerre. Alors, pour contrer ça, il faut, selon moi, réparer les imaginaires nationaux très vite, reciviliser démocratiquement la globalisation et restaurer la souveraineté des nations de façon démocratique, sinon ça se fera de toute façon
par le nationalisme. Alors, il y a à cela quand même quelques leviers positifs, mais il faut faire vite car le retard pris, l'aggravation de la situation n'a pas seulement des raisons économiques et sociales de lutte entre les grandes puissances, mais de compréhension même des choses. Pourquoi la plupart des gouvernants sont néolibéraux, qu'ils soient de droite comme de gauche? C'est que, comme l'a très bien analysé Alain Supiot dans La gouvernance par les nombres, au fond, dans le projet progressiste, il y avait l'idée que, comme disait Saint-Simon, le gouvernement des hommes, c'est-à-dire la politique, devait céder la place à l'administration des choses. C'est-à-dire, il y a l'idée que les peuples seraient toujours dangereux, qu'ils ne sauraient pas ce qu'ils veulent faire, et qu'il faudrait les régir par l'arithmétique, les nombres, les choses, par l'efficace, ou des grands principes comme les principes ricardiens. Je me souviens d'un débat avec Pascal Lamy, qui est un néolibéral de gauche, c'est-à-dire c'est pas un ultralibéral. Le néolibéralisme, c'est les mécaniques économiques, financières, numériques, juridiques et commerciales échappent aux nations, au nom de l'efficacité de court terme, au nom de l'efficacité arithmétique, au nom de l'idée que la monnaie, l'économie serait neutre des communautés humaines. C'est toute sa pensée à partir de Bretton Woods. L'idée que les monnaies ne seraient pas l'expression de peuples dans ce qu'ils sont culturellement et dans leur type de rapports sociaux. Eh bien, cette pensée néolibérale, elle est au fond partagée à droite, non seulement par les ultralibéraux, c'est-à-dire ceux qui veulent pousser au maximum le rapport capital-travail au profit du capital contre le travail. Ça se faisait à l'intérieur des nations autrefois, et maintenant ça a comme support le néolibéralisme, ce processus de sortie des communautés humaines, des règles et des décisions, des grandes décisions économiques, financières et numériques. Mais la pensée, c'est l'idée que, au fond, ce sont pas les peuples qui font l'histoire, c'est l'économie. Et que donc, Alain Supiot montre bien comment on a ça à la fois dans l'ultralibéralisme d'Hayek, mais aussi chez les marxistes, même sous forme soviétique. Et on trouve même ça dès le début de la Révolution française entre Montesquieu et Condorcet. Montesquieu parle des us et coutumes des peuples, le fait que, par exemple, l'esprit de négoce ne doit pas l'emporter dans les nations. Il ne faut pas que la cupidité l'emporte dans les nations, parce que ce serait contre l'harmonie entre les peuples. Donc Montesquieu insiste beaucoup sur les dimensions culturelles. Et Condorcet, qui arrive après, il débarque en disant « Mais qu'est-ce qu'il raconte Montesquieu? C'est quoi ces affaires d'us et coutumes des peuples? Le progrès, c'est le progrès, avec un grand P. » Et donc, c'est la maximisation de l'arithmétique, de la raison, et ça va s'autonomiser des peuples. Les peuples vont avancer entraînés par le progrès, et non pas les peuples font le progrès. Bon. Alors, ces mécanismes-là ont rencontré, après Bretton Woods, une pensée juridique, mais aussi politique, telle que formulée dans une note de la trilatérale, la crise de la démocratie, juste après Bretton Woods, je crois de 1975, écrite par d'éminentes intelligences, Huntington, Crozier et le japonais Watanuki. C'est une pensée qui dit, comme demain ne pourra pas être meilleur qu'aujourd'hui, on ne peut pas demander aux hommes politiques d'assumer ça, parce que c'est leur demander de se faire harakiri, de se faire élire en disant on est en train de vous dire qu'on va mettre en place des choses qui font que demain sera pire. Donc il faut externaliser sur des instances
para-étatique, ou plutôt au-dessus des États, le soin de prendre ces décisions difficiles à prendre. Bon. Et l'Union européenne, de ce point de vue-là, est le laboratoire du néolibéralisme, hein, puisque loin de construire une Europe puissance, au fond, l'Union européenne a servi de justification ou de bouc émissaire pour prendre des décisions avec l'aval des gouvernants étatiques qui ont peu à peu déstabilisé les imaginaires nationaux, d'où la montée des nationalismes partout en Europe. Bon. En Europe, il est possible de faire autrement. Il est possible de revenir au génie européen qui est de faire la diversité du commun, alors que les institutions européennes font l'inverse. Elles prétendent, à partir de politiques uniques, monétaires, budgétaires, économiques, de libre concurrence et de libre échange, rapprocher les peuples. Il se passe exactement l'inverse. Les peuples se séparent, Brexit, montée des nationalismes partout. Donc, je pense qu'au plan européen, il faut en revenir au projet de Gaulle et initial de Delors, quoique lors de sa présidence, il ait mis en place un dumping fiscal sans contrepartie, mais il faut revenir à l'idée que l'Europe, ce sont des nations, ce sont des peuples. De Gaulle disait, la France, c'est, je sais plus s'il disait Hugo ou Descartes, l'Allemagne c'est Goethe, l'Italie c'est Dante, l'Espagne c'est Cervantes, l'Angleterre c'est Shakespeare, et c'est ça la force de l'Europe, c'est ça le génie européen, c'est assembler des singularités pour en faire de l'intelligence. Étienne Klein me rappelait que la physique quantique avait été inventée dans un hôtel à Bruxelles. Je vais vite, évidemment, mais avait été assemblée pour un congrès des physiciens de nationalités européennes différentes. Et c'est dans cet hôtel qu'échangeant, au fond, ils vont lancer les grandes intuitions qui vont amener cette révolution qu'est la physique quantique. Hein. C'est-à-dire que l'innovation, l'invention à l'européenne, c'est mettre ensemble des gens différents. C'est pas les fusionner. Si on fusionne, on fait perdre à chacun son génie propre au travers de calculs d'utilité qui méconnaissent justement ce qui fait l'intelligence humaine, ce qui fait le travail humain, ce qui fait l'œuvre qui est faite dans justement le maillage entre les questions culturelles, politiques, économiques et technologiques. Donc au plan européen, il y a des réformes à faire, pas seulement face au choc qui arrive de l'offre et de la demande post-pandémique en termes de moyens donnés, mais aussi de réorganisation des gouvernances européennes, de sorte de rompre avec le néolibéralisme et de réparer les imaginaires nationaux, de remettre l'efficace sous la conduite de chaque peuple. Bon, par contre, des projets européens ambitieux. Par contre, des frontières à l'Europe. Et puis, évidemment, la crise climatique, c'est le commun que nous avons tous. C'est-à-dire que les générations qui viennent ont leur destin suspendu à la capacité des peuples à faire un travail sur eux pour réduire déjà les gaz à effet de serre, mais aussi pour améliorer la diversité. Comment passer par là? Il faut restaurer la souveraineté de la nation. Comment faire accepter à des peuples, certains très nantis et pas d'autres, et à l'intérieur de ces peuples, certains immensément riches, quand la plupart sont démunis, comment faire accepter au fond que demain ne soit pas « nous allons avoir plus », mais nous allons avoir mieux et de façon plus juste. Il faut remettre le politique non seulement comme instance de légitimité pour faire accepter ça, et surtout comme instance qui tranche les débats sur comment, avec qui, pour qui, selon quelle finalité. Donc il faut véritablement restaurer la souveraineté des nations. Il faut remettre le politique au cœur des choses, au fond,
pour que les imaginaires des peuples puissent vivre entre eux harmonieusement et pas dans l'affrontement, il faut remettre l'administration des choses sous la conduite du gouvernement des hommes, et ça passe par la souveraineté nationale, ça passe par la démocratie et ça passe par le fait que le politique reprenne la main sur des décisions dont il s'était, ces dernières décennies, dessaisi.